Un jeu vidéo d'une vingtaine de minutes qui met sur le cul l'entièreté d'une communauté quant à la question de ce qu'on incarne dans le jeu, c'est rare. Pourtant, c'est l'expérience qui va vous être proposée. Pour ce faire... Une inconnue se tient devant un magasin. Les rues sont désertes et la nuit est tombée. Étrangement, c'est ni la nuit ni le silence qui la perturbe, mais c'est plutôt le fait d'être dehors. Sortir, c'est devenu tellement inhabituel pour elle qu'elle saurait même pas quoi dire une fois face au caissier à l'intérieur du magasin. Faire du vélo, ça s'oublie jamais, peu importe le temps écoulé depuis la dernière fois qu'on en a fait. Adresser la parole à un inconnu, c'est un peu la même idée. Qu'est-ce qui l'aurait donc poussé à oublier un mécanisme aussi fondamental? Parce que, je vous préviens, c'est pas de l'hyperbole. Y a pas que le fait qu'elle ne sache plus comment parler aux gens qui la tétanise, ce qui la paralyse aussi, c'est l'idée même de devoir parler à quelqu'un. Si de prime abord, du coup, elle est franchement un petit peu atypique, elle finit tout de même par trouver un semblant de solution à son problème. Elle se répète une phrase, une seule, qu'elle devra réciter au moment fatidique face au caissier. Comme ça, pas besoin de réfléchir. Pas de risque de se perdre dans ses pensées, il y a tout qui est prévu et calibré à l'avance. Une voix surgit soudainement, lui demandant à qui elle parle. C'est étrange, puisqu'elle a rien dit à voix haute. Comment cette voix, qui s'adresse à notre protagoniste, a réussi à entendre ses pensées? Encore plus étrange, mais la protagoniste n'est ni étonnée ni effrayée de se retrouver face à quelqu'un qui semble littéralement être en capacité de lire ses pensées. Et ça, c'est explicable par le fait que cette voix qui survient du néant, c'est nous. On semble être la petite voix dans sa tête, celle qu'on a tous. Bon, il y a peut-être une petite subtilité. En fait, elle a trouvé une autre solution à sa peur de l'interaction sociale, c'est de se créer une sorte de jeu vidéo dans la tête. En fait, en construisant un tel truc, elle s'impose une forme de pression. Ça la force à garder ses pensées et ses actions cohérentes parce que nous, ou la voix dans sa tête, ou le personnage du jeu dans sa tête, on doit exploiter ses pensées pour parvenir à l'aider. On commence alors plus ou moins à comprendre notre rôle, on est une aide, ça c'est certain, même si au fond ce qu'on est ça reste encore un peu flou. Techniquement on est juste la projection d'un personnage dans son esprit, donc on n'est pas une personne à part entière. De l'autre côté on est d'une certaine façon une entité à part entière parce qu'on peut influencer dans une certaine mesure ses choix en étant un espèce de point de vue extérieur à la situation qu'elle traverse. Et pendant que moi je vous explique tout ça, elle est en pleine lutte interne. Elle tombe dans une boucle, se répétant mentalement des fragments de sa phrase idéale avec l'objectif de la compléter pour enfin trouver le courage d'entrer. Après 19 essais, on intervient en la félicitant. Elle a réussi à ajouter un mot de plus à sa phrase. Son courage grandit grâce à nos encouragements, mais aussitôt, on le brise. Dans son segment de phrase, on lui fait remarquer qu'elle appuyait trop le J du « je ». C'était la pire chose à faire. On vient d'actionner une autre boucle. Son progrès est anéanti, sa phrase se réduit de moitié parce qu'elle n'est plus que concentrée sur ce problème auquel elle essaye de pallier en se la répétant encore et encore. Sa peur irrationnelle et obsessionnelle prend le contrôle total. Et tout ça, c'est à cause de nous. Le pire dans tout ça, c'est qu'on s'arrête pas du tout là. On va continuer à aggraver sa détresse. Vu qu'on va lui faire remarquer une chose qu'il ne fallait vraiment pas lui faire remarquer, qui est liée à l'une de ses obsessions, le fait qu'elle marche depuis 1 minute avec son pied gauche sur de l'asphalte et son pied droit sur de l'herbe, qu'elle a fait 50 pas sur l'asphalte et 51 pas sur l'herbe. C'est le comble. En plus de devoir réapprendre un élément fondamental de l'existence humaine, la communication, et ne pas parvenir à compléter une simple phrase, on l'expose maintenant d'une manière presque moqueuse à une information qu'on aurait vraiment pu garder pour nous. Tentons de nous rattraper en reprenant conscience de l'objectif principal, l'aider, et suggérons-lui simplement d'annuler son 51e pas, comme ça, elle a 50 pas dans chaque pied. Après, elle comprend pas trop la solution qu'on lui propose parce qu'elle n'est plus dans un état rationnel. Elle nous demande alors de paraphraser parce que même une suggestion claire et concise devient compliquée à comprendre pour elle. Et nous, comme d'immenses enfoirés suite à sa demande de paraphraser, on lui répond simplement qu'elle est un cas perdu. Ce à quoi elle répond innocemment. Mais on lui donne même pas le temps de reprendre ses esprits et de se rétablir de la décharge d'anxiété qu'on vient de lui infliger. Le magasin ferme dans 1 heure, on la presse d'y aller, en sachant qu'elle risque d'y passer un bon moment, le temps nécessaire du moins, pour affronter et surmonter ses peurs viscérales. On
intervient dans une situation critique en tentant de la ramener à un état de conscience en lui expliquant que cette créature à laquelle elle s'adresse ne s'arrêtera pas. Elle continuera à lui répondre tant qu'elle continuera à la questionner. En attendant, notre apparition n'est pas suffisante pour la sortir de cette situation. On la questionne alors sur ce que cette créature essaye de lui dire, et elle va pas se contenter de nous expliquer. Non, on existe dans sa tête, elle va nous montrer. Depuis le début, je vous parle de boucle, et le haut en est une représentation parfaite. Avant de rentrer dans le magasin, elle construit son schéma, se rendre devant une personne X et énoncer sa phrase idéale. Elle a même créé un jeu mental pour l'obliger à structurer ses pensées et faciliter la construction de sa phrase. Elle est précisément là la raison principale pour laquelle elle doit instaurer des techniques aussi complexes. C'est littéralement pour éviter ce que la boucle représente, le chaos total. Concrètement, ce qui a dû se passer, c'est qu'elle s'est pointée devant le client, a énoncé sa phrase idéale, et le client a dû l'interrompre parce qu'il avait pas entendu, d'où le fait qu'elle ait été coupée en plein milieu d'une phrase. Et c'est là que tout dérape. Elle avait absolument pas prévu l'éventualité qu'elle se fasse interrompre en plein milieu de sa phrase, et ça crée tellement de possibilités de réponse à la situation qui lui traverse l'esprit qu'elle n'en saisit aucune. Elle s'en retrouve paralysée. Et c'est assez symbolique, mais la seule façon qu'elle a trouvé de s'extirper de cette situation, c'est en saisissant pleinement sa peur. C'est cool et tout, elle a réussi à faire fuir cette chose, si on peut dire ça comme ça. Il y a juste un problème, c'est qu'elle a commencé à nous expliquer qu'elle l'a entendu s'enfuir en rampant. Nous, on est certains qu'il a pas fui de la sorte. On l'aurait vu ou on l'aurait entendu aussi. Elle rétorque alors qu'on essaye juste de la distraire, et elle a peut-être pas trop tort. 45 minutes après notre entrée, on est enfin en face du rayon avec le lait. Mais le sachet de lait, il est quoi? Debout? Couché? C'est la boucle dans laquelle elle tombe avant qu'on ne la stoppe. On lui rappelle qu'elle doit aller à la caisse parce qu'elle sera vraiment dans la merde si elle ramène pas le lait à la maison, et que le magasin ferme dans un quart d'heure. Ce qui est très étrange, c'est qu'elle ressent de nulle part un court moment de joie, et c'est pas du tout parce qu'elle s'apprête à se sortir de son enfer, non, mais parce qu'elle vient de se rappeler du type de jeu duquel on semble être issu, parce qu'avant de rentrer dans le magasin, elle savait plus trop comment les jeux ou les pensées des protagonistes apparaissaient à l'écran s'appelaient. Bah du coup, ça s'appelle un visual novel, soit un roman vidéoludique. Elle fait donc une comparaison entre les auteurs de livres traditionnels et ceux de visual novel, nous expliquant que les auteurs de livres ne sont pas fainéants et que nous, on n'a pas intérêt à l'être non plus. Est-ce qu'elle vient tout juste de briser la 4ème dimension? C'est une bonne question. Elle saisit le lait, se dirige vers la caisse où encore une fois, tout dérape. En posant son sachet sous les effets de l'anxiété, elle demande immédiatement à le récupérer sans même avoir payé. Pour l'une des rares fois, on est utile en lui rappelant de tendre son billet au caissier. Billet qu'il saisit et qu'il examine pendant 2 jours entiers. Là, on se dit que ça y est, notre périple peut s'arrêter là. Elle a atteint son objectif, acheter du lait, sauf que le pire est encore à venir. Et le vrai problème, c'est pas juste qu'elle va passer à 2 doigts de mourir. On peut néanmoins être heureux pour l'instant, on est enfin sorti. Lui demander comment elle se sent maintenant, c'est le moment idéal. Mais elle nous explique juste qu'elle se sent comme étant à kilomètres de glace, et que le chemin du magasin à la station-service, c'est le bâtonnet, et que celui de la station-service à sa maison, c'est la crème glacée. Et pendant qu'elle nous explique... Elle a failli se faire écraser par un ours, mais nous on a vu autre chose. Un camion lancé à pleine vitesse qui a failli l'écraser. Elle a sûrement pas trop compris ce qui a failli la buter, d'où sa réponse. On l'embrouille un peu pour lui faire saisir l'ampleur de ce qui vient de se passer. Elle nous rassure en nous disant qu'elle n'est qu'une jeune fille innocente. Qui voudrait la tuer franchement? Bah ce monde que vous et moi connaissons voudrait la tuer. Ce monde cruel et dangereux.
Suite à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, avant de rentrer chez elle, elle a envie de nous parler, ou d'avoir un monologue, peu importe. Ce qui nous donne l'occasion de nous plonger très partiellement dans ce qui ronge la strate la plus profonde de son âme, depuis que... Vous le verrez bientôt. Naturellement déjà, elle est vachement gênée. C'est normal, imaginez un instant qu'un parfait inconnu puisse accéder à l'intégralité de ce que vous détestez chez vous. Et pour ceux qui disent qu'on n'est pas un inconnu, enfin, faites-moi confiance pour l'instant. Cette idée, elle frôle de plus en plus l'horreur existentielle. Cette personne hypothétique aurait un pouvoir absolu sur vos tourments et vos vulnérabilités, mais malgré ce rôle et la proximité qu'on a avec la protagoniste, on apprend un truc assez capital. Elle prend des médicaments et leurs effets s'estompent, alors on savait pas explicitement qu'elle en prenait. Ok, ce que je veux souligner ici, c'est qu'au début de l'œuvre, on intervenait beaucoup plus souvent. Vous l'aurez remarqué, mais depuis un petit moment déjà, on sert plus à grand chose. Tout de même, on intervient encore une avant-dernière fois, parce qu'après nous avoir répété à de multiples reprises qu'elle ne veut pas nous révéler ses diagnostics pour qu'on puisse la voir pour qui elle est vraiment, et non à travers le prisme de ses troubles, et qu'on ne devrait pas lui demander ce qu'elle a, elle va non pas nous parler de tout ça, mais elle va nous parler de la cause même d'une énorme partie de ses problèmes. Elle sent déjà son cœur chuter, et vous aussi, quand vous comprendrez ce qu'elle va nous montrer. Concrètement, on dirait une bouillie de pixels et techniquement, on pourrait tout y voir, mais ce qu'elle nous dit, c'est horriblement tout ce qu'il y a de plus concret et de brutal. Bon, elle nous remercie déjà parce qu'elle a pu enlever un tout petit peu de ce qui lui pesait sur le cœur. Évidemment, ce genre de traumatisme, ça prend beaucoup de temps pour cesser d'envenimer l'esprit d'une personne. Et elle nous remercie aussi parce que c'est l'une des premières fois depuis une éternité qu'elle est sortie de chez elle sans accident majeur. Tout ça, c'est parce qu'on l'a cadrée dans ses pensées, dans ses actions, et ce cadre, elle l'apprécie. Il lui est vraiment utile et elle en a eu la preuve aujourd'hui. Mais quand elle dit ça, qu'elle apprécie le cadre, il n'y a plus de cadre d'un coup sur l'image. Elle se plaint de ses médicaments, qu'à force d'en prendre autant, elle ressent plus rien si ce n'est une immense tristesse qui la comble depuis que son père s'est... Vous avez compris, c'est pas pour autant qu'elle ne nous montre pas de la gratitude, on est complimenté sur notre utilité et c'est maintenant qu'on fait notre dernière apparition, qui est plus qu'étrange. Ça, c'est la seule fin disponible dans le premier opus. Pour l'atteindre, il suffit d'être aussi soutenant et aidant que possible, mais pour la débloquer, vous vous en doutez, on a dû éviter certaines lignes de dialogue qui vous ont sûrement intrigué. Deux d'entre elles sortent du lot, retournons dans le magasin, et allons à la caisse pour payer notre brique de lait. Trois choix s'offraient à nous quand, paniquée, la protagoniste s'apprêtait à tomber dans une énième boucle. Nous, on s'était contenté de lui rappeler qu'elle devait payer pour le lait, mais à ce moment-là, on aurait également pu l'achever.
Tout ça, c'est vraiment bizarre. Je parle pas du fait qu'on est censé être là pour l'aider et qu'on le fait pas du tout. Non, sa mère voudrait apparemment jeter sa propre fille par la fenêtre. Pourtant, c'est son père qui, selon ses dires, se serait jeté par la fenêtre. La mère de la protagoniste aurait-elle tué son mari? D'où son apparence froide, glauque. C'est la mort de son père au final la cause de tout ce qu'on voit, et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises elle répète que c'est pas de sa faute si elle est comme ça, sans oublier qu'elle veut pas non plus nous révéler son diagnostic, comme ça on peut la voir pour ce qu'elle est véritablement. Et ce qui n'est pas de sa faute non plus du coup, en plus d'être sûrement un effet du traumatisme lié au suicide de son père, c'est le monde dans lequel elle vit. Non, parce qu'en fait, on n'a pas encore parlé de ça, ou encore de ça. On n'a pas encore non plus parlé des 2 jours qui se sont écoulés quand le caissier examinait le billet, ni même du moment où un ours a failli l'écraser, on n'a pas non plus parlé de la glace qui est un chemin. Enfin bref, c'est quoi toutes ces distorsions spatio-temporelles? Pour répondre à ces questions, je veux d'abord clarifier une chose, c'est pas pertinent de faire des suppositions quant aux troubles qu'elle pourrait avoir et c'est pour ça que j'ai essayé au maximum de pas en faire. Sur les forums, plein de gens en font, pourtant c'est littéralement ce qu'elle nous supplie de ne pas faire. Et c'est là qu'on est face à une vraie difficulté. C'est compliqué de comprendre son monde sans prendre en compte ce qui l'atteint psychologiquement. Pourtant, je suis vraiment d'avis que c'est ce qu'il faut faire. L'un des objectifs du jeu étant de ne pas simplement percevoir les gens atteints de troubles, par le prisme de ces mêmes troubles. Je pense donc que toutes ces altérations spatio-temporelles sont sans doute des manifestations de ses peurs et de ses pensées internes. Sa vision de l'interaction sociale est difforme parce qu'elle a peur de l'autre. Naturellement, du coup, les gens qu'elle rencontre présentent alors ces mêmes déformations. Sa mère, c'est la seule entité, disons, qui parvient à communiquer normalement, et ce uniquement parce que la protagoniste la connaît déjà. Malgré tout, elle ressemble quand même à ça pour la même raison que le client ou le caissier, puisqu'on a vu à plusieurs reprises à quel point la protagoniste la craint. Même idée pour les 2 jours passés devant la caisse, elle stresse tellement que sa perception du temps s'en retrouve dilatée. Même idée pour l'ours, le camion et cet animal sont 2 immenses éléments en termes de taille, et un ours c'est plus mignon qu'un camion. Elle est une jeune fille innocente, c'est donc un truc mignon qui a failli la tuer, pas un truc mécanique et froid. Et donc, quand elle nous dit, c'est parce qu'on la fait constamment souffrir en la ramenant brutalement à notre réalité. En fait, elle a pleinement conscience que le monde qu'elle voit est défaillant. Pourtant, elle doit vivre dedans contre son gré. On sait pas si elle vit dedans depuis l'événement fatidique ou si ça avait déjà commencé avant. Bon, depuis le début, je dis nous, je dis on, je sous-entends qu'on est des médicaments, j'affirme qu'on est la voix dans sa tête, je dis qu'on n'est qu'un personnage de jeu vidéo qu'elle-même a créé. Et c'est quoi la réponse? Parce qu'on a eu 1001 phrases qui se contredisent quant à ce qu'on est, bordel. Quand elle dit ça... Ça marche pas trop avec la théorie qu'on est simplement les effets des médicaments. Donc penser qu'on a été créé en tant que personnage fictif à cause d'un mécanisme conçu pour l'aider à mieux se concentrer, c'est assez sensé. Ça, c'est des possibilités. Ça, c'est un choix parmi les possibilités. Les possibilités sont imposées, le choix reste libre. Et cette idée, en suivant la théorie, elle a une utilité colossale pour la protagoniste. Son cerveau sait inconsciemment ce qui est le mieux pour elle. C'est pour ça qu'à un moment où elle rentrait chez elle, elle nous a expliqué qu'elle avait l'impression que les feux étaient en panne quand elle devait se dépêcher, ou encore qu'elle avait l'impression qu'il commençait toujours à pleuvoir au moment où elle commençait à pleurer. Ces altérations surviennent sûrement pas dans notre réalité, mais son cerveau, en cherchant à préserver son bien-être et la protéger face à son pire ennemi, elle-même, lui fait croire qui sont bien réels. De l'autre côté, ces troubles déforment cette même nature qui est la plus primitive de son esprit, en déformant ce qu'il sait inconsciemment comme étant le mieux pour elle. Et nous, dans tout ça, on peut choisir entre être la voix gentille ou la voix méchante, ce qui illustre parfaitement cette opposition entre la partie primitive de son cerveau et les effets de ces troubles sur son cerveau. Cette notion qu'elle est son pire ennemi, elle prend forme quand on imagine que nous-mêmes, on est juste une création de son esprit, ou qu'on est littéralement sa voix intérieure. Comme pour beaucoup de gens, cette voix, elle peut être incroyablement cruelle et dommageable si on la laisse sans limite. Mais elle peut aussi être aidante et utile, voire nécessaire. C'est pour ça que les possibilités lui sont imposées, pour cadrer cette voix intérieure, mais que les choix qui lui sont laissés restent libres, parce qu'au fond, c'est le but de son existence. C'est un point de vue extérieur à une situation dans laquelle nous, on est trop impliqués pour avoir du recul. Après, en toute honnêteté, on aurait pu savoir depuis le début ce qu'on est dans ce jeu. Mais à une seule condition, mettre son jeu en russe. Parce que quand vous devez entrer votre nom, il y a entre parenthèses, comme sur le paquet. Entrez son nom,
comme sur le paquet. Quand elle nous dit qu'elle apprécie le cadre dans lequel on se trouve, il disparaît littéralement, peu de temps après qu'elle ait mentionné que les effets des médicaments se sont estompés. Quand on fait cette toute dernière intervention d'apparence cruelle, c'est pour la forcer à rentrer rapidement chez elle. À ce moment-là, on avait déjà appris que les effets des médicaments s'estompaient, et encore une fois, le cadre avait déjà disparu. Au début, on avait beaucoup plus d'influence sur elle parce que les médicaments étaient bien plus présents dans son organisme. Avec le temps, notre influence a diminué, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin où elle dit ça. On est les médicaments, ou du moins leurs effets. Notre seul but, c'est de l'aider à se sentir mieux en la gardant dans notre réalité, à briser ses boucles et à structurer ses pensées. Le moment où elle dit qu'on est des auteurs sert à marquer davantage notre importance. Comme un écrivain avec ses personnages, on définit ultimement son état de par notre emprise sur elle. Ou encore un exemple, quand elle dit qu'elle apprécie le silence en raison de l'inefficacité des médicaments, c'est sans doute dû au fait qu'on ne puisse plus lui parler à ce moment-là, même si sa deuxième phrase laisse sous-entendre que la prise de médicaments, du coup le fait qu'elle nous consomme, n'est absolument pas bon pour elle sur le long terme. On a compris ce qu'on est dans le jeu, nickel. Il y a encore tout un tas de points qui restent inexpliqués et inexplicables pour le moins. Pourquoi elle parle des morceaux de son père? Enfin, qu'elle précise qu'il s'agit des morceaux de son père, ça veut rien dire. Pourquoi est-ce qu'il a mis fin à ses jours? Sa situation familiale, pourquoi elle est et était difficile, enfin on peut imaginer pourquoi elle est difficile. Sa mère, on a une idée de pourquoi elle est représentée comme ça, mais concrètement, on n'en sait trop rien. Elle devient quoi la protagoniste maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle va vivre sa vie en la traversant en souffrant autant, comme elle nous le rappelle plusieurs fois pendant le jeu? Il y a d'autres questions qui doivent vous intriguer. On a compris ce qu'on était, en plus d'avoir un portrait approximatif de la protagoniste et de sa vie. Et même si certains éléments restent flous, on comprendra sans doute bien mieux le monde conflictuel dans lequel elle évolue, avec la suite de Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk, intitulée Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk.